Les salles de bal de Mayfair fonctionnent grâce à deux choses, le champagne importé et les ragots à bas prix. Quand le duc de Hall a annoncé qu'il épousait une orpheline de paroisse sans nom, sa famille a ri. Il pensait qu'elle se recroquevillerait de peur. Il pensait que le poids étouffant de l'aristocratie l'écraserait. Ils ont déversé leur mépris, attendant qu'elle craque. Mais ils avaient oublié un détail crucial sur les femmes élevées, sans absolument rien. Elles savent exactement comment survivre. Voici l'histoire de la fin des rires. Les rires ont commencé dans le salon de la maison Hawley. Ils étaient vifs et soudains, comme du verre qui se brise. La duchesse douairière Augusta s'est adossée au coussin de soie brodé de sa chaise longue. Une main manucurée reposait légèrement sur sa clavicule. Elle ne riait pas avec ses yeux. Son regard était plat, scrutateur, fixé sur la jeune femme qui se tenait à côté de son fils aîné, Samuel. « Mon cher, » dit Augusta, en tamponnant les coins de sa bouche avec un mouchoir en dentelle. « Tu as toujours eu un sens de l'humour remarquablement pince sans rire. Une enfant trouvée de la paroisse. » Vraiment, Samuel Pendleton, le 9e duc de Hall, ne souriait pas. Il se tenait près de la cheminée, ses larges épaules bloquant la chaleur de l'âtre. Il avait 32 ans. C'était un homme qui avait passé les 5 dernières années à sauver de la ruine les domaines familiaux lourdement hypothéqués. Il n'avait pas de temps pour les jeux de salon. « Ce n'est pas une plaisanterie, mère, » dit Samuel. Sa voix était calme. Elle portait le poids immuable d'une pierre qui tombe. « Hannah et moi allons nous marier à la fin du mois. Vous ferez les préparatifs nécessaires. » À côté de lui, Hannah Hayes restait parfaitement immobile. Elle portait une robe de laine grise et sobre, reprisée 2 fois au coude. Dans une pièce dégoulinant de miroirs dorés et de damas importés, elle ressemblait à un moineau qui serait entré dans une cage dorée. Mais son menton était droit, son regard était ferme. Elle sentait les regards brûlants des frères et sœurs de Samuel. Lord Colin, affalé près de la fenêtre avec un verre de brandy en cristal, ricana ouvertement. Lady Clara, assise raidement au pianoforte, cachait un ricanement derrière sa partition. Hannah savait exactement ce qu'il voyait. La saleté, la charité, une insulte à leur lignée. Elle s'y était attendue. On ne grandit pas en récurant les sols en pierre de l'orphelinat de la paroisse Saint-Jude sans apprendre comment le monde voit les sans le sou. Elle avait passé les 4 dernières années à travailler comme comptable et dame de compagnie pour la tante excentrique et éloignée de Samuel, dans le Somerset. C'est là que Samuel l'avait trouvée. Il n'avait pas remarqué son visage en premier. Il avait remarqué ses registres de compte. Il a vu une femme capable de transformer un shilling en une livre. Une femme qui ne se souciait ni des rubans de velours, ni de la flatterie oisive. Il avait besoin d'une partenaire pour gérer le colossal empire en ruine de Hall. Elle avait besoin d'un toit qui ne fuit pas et d'une vie où elle ne serait plus à un salaire manqué de la famine. C'était une transaction, rien de plus. À la fin du mois, les rires d'Augusta cessèrent brusquement. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Elle se leva, la lourde soie lavande de sa robe bruissant comme des feuilles sèches. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu es le duc de Hall. Tu as des obligations. Tu ne peux pas l'épouser, elle, une moins que rien. Mon Dieu, Samuel. A-t-elle seulement un nom de famille? Hayes, dit Hannah. C'était la première fois qu'elle parlait depuis son entrée dans la pièce. Sa voix était calme, basse, si bien qu'il devait se forcer un peu pour l'entendre. C'est la paroisse qui me l'a donnée. Colin but une lente gorgée de son brandy. Comme c'est charmant, elle parle. Dites-moi, mademoiselle Hayes, savez-vous au moins quelle fourchette utiliser pour le poisson, ou est-ce qu'on vous sert le gruau avec une cuillère en bois à la paroisse? Colin avertit Samuel, une note dangereuse se glissant dans sa voix. Restez à votre place. C'est une question juste, interrompit doucement Hannah. Elle tourna ses yeux sombres vers Colin. Nous utilisions des cuillères en bois, Lord Colin. Elles sont remarquablement efficaces. Elles ne ternissent pas. Elles ne nécessitent pas une armée de sous-valets pour les polir, et elles se cassent rarement sous la pression. Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant des hommes de la haute société. Le silence s'abattit sur le salon. La mâchoire de Colin se serra. Une lente rougeur monta le long de son cou. Clara poussa un cri étranglé, ses mains hésitant sur les touches du piano. Les yeux d'Augusta se rétrécirent en de terrifiantes petites fentes. La bouche de Samuel tressaillit. C'était le fantôme d'un sourire. Apparu et disparu avant que quiconque, sauf Hannah,
ne puisse le voir. Elle est tout à fait inappropriée, siffla Augusta, tournant le dos à Hannah pour s'adresser à son fils. La société la mettra en pièces. Les patronesses d'Almax la snoberont. Tu feras de cette famille la risée de tous. Cette famille, répondit froidement Samuel, était la risée de tous quand mon père nous a laissés avec 90 000 livres de dettes et une écurie pleine de chevaux de course invendables. J'ai réglé ça. J'épouserai qui je veux. Tu penses que tu la sauves? Dit Augusta, sa voix tombant dans un murmure venimeux. Tu penses être noble, mais tu jettes un agneau au loup. Elle ne tiendra pas une saison. Hannah observait la duchesse douairière. Elle voyait la peur sous la rage aristocratique, la terreur de perdre le contrôle. Auguste comptait sur le prestige du nom des Holy pour maintenir sa position sociale. Une épouse sans nom était une menace pour son existence même. « Je tenterai ma chance avec les loups, votre grâce », dit tranquillement Hannah. Augusta tourna lentement la tête, regardant Hannah de haut en bas avec un dégoût absolu. « Oh, ma chère petite », murmura-t-elle, « vous ne savez même pas à quoi ressemblent des crocs. » Ils quittèrent le salon 10 minutes plus tard. Alors que les lourdes portes en chêne se refermaient derrière eux, Hannah laissa échapper une lente respiration contrôlée. L'air dans le couloir était plus frais, sentant légèrement la cire de citron et la vieille poussière. « Ça va ?» demanda Samuel. Il ne lui offrit pas son bras. Il n'était pas fait pour les douces attentions. « Votre mère a l'intention de me détruire », déclara Hannah. Une observation purement factuelle. « Oui ?» Samuel baissa les yeux sur elle. Son visage était un masque d'angle dur. Elle essaiera. Colin essaiera de vous humilier. Clara orchestrera des messes basses. Si vous souhaitez vous retirer, Hannah, je vous donnerai un carrosse et une pension confortable. Vous pouvez partir maintenant. Personne ne vous en voudrait. Hannah regarda les portes fermées du salon. Elle entendait les voix étouffées et frénétiques à l'intérieur. Elle pensa aux hivers froids de Saint-Jude, à la douleur familière de la vraie faim, au sentiment d'être entièrement, totalement jetable. « Je ne pars pas, » dit Hannah, « mais vous devriez dire à votre mère d'annuler la commande pour le nouveau produit à argenterie. » Samuel fronça les sourcils, confus. « Pourquoi? »« Parce que, » dit Hannah, en le regardant enfin, « nous allons avoir besoin de l'argent pour le tailleur. Si je dois être une duchesse, je refuse d'avoir l'air d'une victime. Les 3 semaines précédant le mariage furent une leçon de maître en guerre psychologique. La duchesse douairière Augusta ne criait pas. Elle ne jetait pas de vase. Elle a fait de l'étiquette une arme. Elle prit le contrôle total du trousseau de mariée de Hannah, prétextant qu'il était de son devoir d'empêcher le nom des Holy de paraître complètement démuni. Hannah endura des heures debout sur un piédestal en bois dans le salon privé de la douairière, entourée de modistes affairés et de maîtres de tissu. Augusta était assise dans un fauteuil, sirotant du thé, dirigeant l'assaut. « Non, Madame Delaucoy, pas la soie émeraude », lança Augusta d'une main dédaigneuse. « Mademoiselle Hayes a un teint si terne. Ça la décolore complètement. Utilisons le velours moutarde. Oui, le plus lourd, et de la dentelle. Beaucoup de dentelle. Nous devons détourner le regard de ses épaules. Elles sont terriblement larges. Du sang de paysanne, on suppose. » Hannah fixait le papier peint floqué. Le velours moutarde était hideux. Il était raide, lourd et indéniablement criard. Elle ressemblerait à un repose-pied rembourré surdimensionné. C'était le but. Augusta voulait qu'elle ait l'air ridicule. Elle voulait que la société la montre du doigt et rit. Madame Delaucoy, la couturière française, lança un regard désolé à Hannah dans le miroir. Hannah cligna simplement lentement des yeux en réponse, un ordre silencieux de continuer. Laissez Augusta acheter la soie laide. Hannah avait d'autres plans. Elle ne passait pas ses soirées dans la chambre qui lui était assignée, mais dans les entrailles de la maison Holy, les quartiers des domestiques. L'aristocratie croyait que les serviteurs étaient invisibles. Hannah savait qu'ils étaient le sang qui pompait dans les veines du domaine. La 4e nuit, elle entra dans les cuisines. La pièce devint silencieuse. Les filles de cuisine se figèrent, les mains plongées dans l'eau savonneuse. La cuisinière, une femme terrifiante et imposante, nommée Madame Higgins, laissa tomber son hachoir sur le billot avec un bruit sourd. Les dames n'entraient pas dans la cuisine. Et les futures duchesses, encore moins. « Mademoiselle Hayes, » dit Madame Higgins, en s'essuyant les mains enfarinées sur son tablier, les yeux plissés de suspicion. « Vous êtes perdue ? » « Pas du tout, Madame Higgins, » dit Hannah.
Elle s'approcha de l'énorme cuisinière en fer, absorbant la chaleur. « Je suis venu voir le registre. » Madame Higgins se hérissa. « Le duc gère les comptes de la maison. » Ou l'intendant. « Le duc est occupé à gérer les fermes des tenanciers, et l'intendant paie la farine près de 4 pinces de trop par sac, » dit doucement Hannah. Elle sortit un petit carnet usé de sa poche. « J'ai remarqué que le pain avait un léger goût de sciure hier. Vous utilisez le meunier de Cheapside. Il coupe son grain. Si vous passez au meunier de Blackfriars Road, vous obtiendrez une mouture plus fine pour moins cher, et vous n'aurez pas à pétrir la pâte excessivement pour obtenir une bonne levée. » Madame Higgins la dévisagea. La fille de cuisine retint son souffle. Hannah leva les yeux. « Et j'ai remarqué que les soubrettes utilisent de l'eau froide pour récurer les bacs à graisse. Cela prend 2 fois plus de temps. Si vous siphonnez l'eau de ruissellement des chaudières de la buanderie, vous économiserez du temps et du bois de chauffage. » Pendant un long moment, le seul son fut le crépitement du foyer. Madame Higgins croisa lentement les bras sur sa poitrine. « Vous vous y connaissez en bac à graisse, n'est-ce pas? Je les ai récurés pendant 10 ans, dit Hannah. Sa voix ne contenait aucune honte, juste un fait. Je sais que la soude brûle les jointures, et je sais qu'une bonne cuisinière est la seule chose qui empêche une immense maison de se révolter. Vos rôtis sont excellents, Madame Higgins, mais votre fournisseur vous trompe. Laissez-moi régler ça. » La posture rigide de la cuisinière s'adoucit lentement. Un respect réticent naquit dans ses yeux. L'aristocratie traitait les serviteurs comme des machines. Cette fille les traitait comme des soldats dans une tranchée commune. « Je vais chercher les comptes de la cuisine, mademoiselle, » dit doucement Madame Higgins. À la fin de la 2e semaine, Hannah avait discrètement gagné la guerre en bas. Les serviteurs ne se contentaient pas de la respecter. Ils devinrent farouchement protecteurs envers elle. Ils voyaient comment Lady Clara oubliait commodément de passer le sel à Hannah au dîner. Ils entendaient les moqueries ivres de Lord Colin dans les couloirs. Le personnel a riposté de la seule manière possible. Le thé de Clara était toujours tiède. Les bottes de Colin étaient cirées mais étrangement rigides, lui donnant des ampoules. Augusta restait inconsciente de la rébellion silencieuse. Elle était trop concentrée sur son piège final. 2 jours avant le mariage, Augusta organisa un dîner intime. « Juste la famille et quelques connaissances proches », dit-elle doucement à Samuel. Hannah savait exactement ce que c'était. Une embuscade. Elle entra dans la salle à manger, vêtant une simple robe bleu foncé, qu'elle avait elle-même retouchée à partir d'un vêtement délaissé que lui avait donné la tante de Samuel. Elle manquait de dentelle ou de bijoux, mais elle lui allait parfaitement. Assis à la longue table en acajou se trouvaient 10 invités, des lords, des ladies et un diplomate français en visite, le neveu du marquis de Lafayette, M. Rousseau. Augusta plaça délibérément Hannah entre Rousseau et un comte âgé et sourd. « J'espère que vous pourrez converser avec M. Rousseau, Hannah, » dit Augusta à voix haute depuis le bout de la table. Le cristal tinta alors que la pièce devenait silencieuse, attendant le massacre. « Il parle très peu anglais. »« Quel dommage !» sourit Augusta. C'était une chose vicieuse et triomphante. Elle s'attendait pleinement à ce que Hannah reste assise dans un silence angoissant pendant 2 heures, prouvant son manque total de raffinement à la crème de la société. Rousseau se tourna vers Hannah, offrant un sourire poli mais tendu. Il se préparait à la gêne. Hannah prit sa cuillère à soupe. Elle regarda Rousseau et sourit. « Il fait un peu froid à Londres, n'est-ce pas, monsieur ?» dit Hannah. Son accent était impeccable. Pas le français scolaire et rigide d'une débutante, mais la phraséologie fluide et élégante d'une locutrice native. Les sourcils de Rousseau se haussèrent. « Vous parlez français, mademoiselle ?»« Couramment, » répondit Hannah, prenant une délicate gorgée de sa soupe. « Un prêtre immigré fuyant la Révolution a trouvé refuge dans ma paroisse. Il m'a appris la langue en échange de rations de pain supplémentaires. » Elle le dit si naturellement, sans la moindre trace d'embarras pour son passé, que Rousseau fut complètement charmé. Il se pencha vers elle, captivé. Pendant les 2 heures suivantes, Hannah et le diplomate français eurent une conversation rapide et brillante sur la politique continentale, la philosophie et les réformes agricoles en Normandie. Augusta était assise au bout de la table, le visage figé. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, mais elle pouvait voir l'admiration brute dans les yeux de Rousseau. Elle pouvait entendre la cadence musicale et confiante de la voix de Hannah. Colin fixait son verre de vin, l'air renfrogné. Clara avait l'air d'avoir avalé un citron. «
Samuel était assis à l'autre bout de la table, en face de sa mère. Il observait Hannah, ses yeux sombres et intenses, suivant la légère courbe de ses lèvres lorsqu'elle faisait rire le diplomate. Samuel attrapa son verre, buvant une lente gorgée pour cacher son sourire narquois. Il ne savait pas qu'elle parlait français. Il réalisa avec une clarté soudaine et vive qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur sa future femme. Après le dîner, alors que les hommes se retiraient pour les cigares et que les femmes se rendaient au salon, Colin attrapa Hannah dans le couloir faiblement éclairé. Il sentait le vin lourd et l'eau de Cologne chère. Il lui bloqua le passage. « Un tour de passe-passe », balbutia légèrement Colin, se penchant près d'elle. « Tu penses que parler la langue d'une bande de royaux décapités fait de toi l'une des nôtres ?» Hannah ne recula pas. Elle tint bon. « Je sais que je ne suis pas l'une des vôtres, Lord Colin, » dit-elle calmement. « Alors va-t'en, murmura-t-il, les yeux brillants de malice. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une lourde enveloppe. Il la pressa contre sa poitrine. « Il y a 500 livres là-dedans. C'est plus d'argent que tu n'en as jamais vu. Prends-le. Disparais avant samedi. Samuel n'a que pitié de toi. Il se lassera de l'odeur de la pauvreté sur toi en moins d'un mois. » Hannah baissa les yeux sur l'enveloppe. Elle tendit la main et la lui prit. Colin sourit, un sourire narquois et victorieux. Fille intelligente, Hannah se dirigea vers la petite table portant un candélabre en argent. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe. Elle en approcha simplement le coin de la flamme. Le papier prit feu instantanément. La mâchoire de Colin tomba. « Tu es folle? C'est 500 livres. » Hannah regarda le feu dévorer les bords, illuminant son visage d'un relief saisissant. Quand les flammes s'approchèrent de ses doigts, elle laissa tomber l'enveloppe en feu sur l'âtre en pierre, la regardant se recroqueviller en cendres noires. Elle se retourna vers Colin, ses yeux vides de peur. « Les dettes de votre frère sont stupéfiantes, » dit Hannah, sa voix tombant dans un murmure glacial. « Vous dépensez de l'argent qui n'existe pas. Gardez vos pots de vin, Lord Colin. Et la prochaine fois que vous essayerez d'intimider une femme qui a survécu avec du chou bouilli et des bains d'eau glacée, essayez d'apporter quelque chose de plus menaçant que du papier. » Elle passa devant lui sans un second regard. Colin resta dans le couloir, fixant les cendres sur la pierre, son arrogance complètement brisée. Le matin du mariage était pâle et couvert. Le ciel avait la couleur de l'étain martelé. L'église Saint-Georges de Hanover Square était bondée. Les bancs étaient remplis de ducs, de comtes, de vicomtes et de leurs épouses bavardes. Ils étaient venus pour le sang. Ils étaient venus voir le duc de Hall épouser une mendiante. Dans le vestibule de l'église, Augusta attendait avec Samuel. La douairière avait un air triomphant. Aujourd'hui était le jour où Hannah porterait la monstruosité en velours moutarde. Toute la haute société la verrait comme un clown criard et sans goût. Cela la marquerait à jamais comme une étrangère. « Il n'est pas trop tard, Samuel, » murmura Augusta, ajustant ses gants de soie. « Tu peux encore annuler cette folie. » Samuel l'ignora, fixant droit devant lui les lourdes portes en chêne. L'orgue commença à jouer. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant. Augusta se tourna, un ricanement se formant déjà sur ses lèvres, prête à voir l'hideuse robe jaune. Le ricanement mourut sur son visage. Hannah se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle ne portait pas le velours moutarde. Elle portait une robe d'une soie blanche pure, d'une simplicité à couper le souffle. Elle n'avait ni volant, ni dentelle lourde, ni broderie criarde. Elle était taillée avec une précision si exacte qu'elle bougeait comme du verre liquide autour de son corps. L'encolure était élégante et modeste, attirant le regard vers son long cou et les angles vifs et saisissants de son visage. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon sévère et élégant, maintenu par un unique peigne en argent. Elle ne ressemblait pas à une orpheline. Elle ressemblait à une statue romaine ramenée à la vie, froide, royale et totalement intouchable. Un silence collectif et stupéfait s'abattit sur les 300 aristocrates dans les bancs. Les chuchotements cessèrent instantanément. Le visage d'Augusta devint blanc comme un linge. Elle tourna vivement la tête, cherchant Madame Delacroix dans les rangées du fond. Comment cela avait-il pu arriver? Elle ne savait pas que 3 jours plus tôt, Hannah avait donné la robe en velours moutarde à Madame Higgins et lui avait dit de la découper pour en faire des chiffons. Elle ne savait pas que les couturières du domaine, loyales à Hannah, après qu'elle leur eut obtenu un meilleur charbon pour leurs ateliers froids, avaient veillé 2 nuits consécutives,
retouchant une simple robe de soie que Hannah avait achetée pour une fraction du coût dans un entrepôt de Cheapside. Hannah remonta l'allée. Elle ne baissa pas les yeux. Elle affronta les regards de la haute société avec un regard froid et impassible. Samuel la regarda approcher, la poitrine serrée. Pour la première fois de sa vie, le mur impénétrable de devoir et d'épuisement qui protégeait son cœur se fissura. Il avait voulu une partenaire compétente. Il ne s'était pas attendu à une reine. Quand elle atteignit l'autel, Samuel prit sa main. Ses doigts étaient froids, mais sa poigne était ferme. « Vous êtes », murmura Samuel, la voix tendue. « Formidable. Nous avons une guerre à gagner, votre grâce, » chuchota Hannah en retour, les yeux fixés sur l'autel. « Je me suis habillé pour l'occasion. » La cérémonie fut un tourbillon de latin ancien et d'encens lourd. Lorsqu'ils se tournèrent pour faire face à la congrégation en tant que duc et duchesse de Hall, Hannah sentit le poids écrasant et soudain du titre. Il était invisible, mais il était là, se posant sur ses épaules comme un manteau de fer. La réception à la maison Hawley était un exercice de manœuvre à haut risque. La salle de bal était bondée à en étouffer. Augusta était désespérée. Son piège vestimentaire avait échoué. Son piège du dîner avait échoué. Il lui fallait un coup fatal. Au milieu du déjeuner, alors que Hannah menait avec expertise une conversation avec l'intimidante duchesse de Devonshire, la foule s'écarta soudainement. Lady Caroline entra dans le cercle. Elle était la fille d'un comte, d'une beauté éblouissante avec des cheveux d'or filés et des yeux bleus calculateurs. C'était la femme qu'Augusta avait désespérément voulu que Samuel épouse. C'était aussi, prétendument, la femme qui avait brisé le cœur de Samuel avant son départ pour le continent des années auparavant. Caroline s'arrêta devant Hannah, la regardant de haut en bas avec une expression de pitié feinte. Alors dit Caroline à voix haute, s'assurant que les lords et ladies environnants se taisent pour écouter. « Nous sommes la nouvelle duchesse. Samuel a toujours été si charitable. Dites-moi, votre grâce, est-il vrai que vous avez grandi sans chaussures? Comme c'est fascinant. La transition de la boue au marbre doit être assez vertigineuse pour vous. » La foule retint son souffle. Clara sourit narquoisement derrière son éventail. Augusta serra sa flûte de champagne, les yeux brillants. C'était ça, l'humiliation publique. Hannah allait soit pleurer, soit exploser de colère, soit se recroqueviller. Toute réaction prouverait qu'elle était de basse naissance. Samuel fit un pas en avant, la mâchoire serrée, prêt à intervenir et à jeter Caroline hors de sa maison. Hannah leva une seule main gantée, arrêtant Samuel net sans même le regarder. Elle tourna toute son attention vers Lady Caroline. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle sourit. C'était un sourire serein, plein de pitié. « C'est vrai, » dit Hannah, sa voix claire et portant sans effort dans la salle de bal silencieuse. « Je n'ai pas eu de chaussures avant l'âge de 7 ans. J'ai marché sur des pierres rugueuses et de la terre gelée. C'était dur. » Elle fit un pas de plus vers Caroline. Caroline, déconcertée par l'absence de honte, recula instinctivement d'un demi-pas. « Mais vous voyez, Lady Caroline, » continua doucement Hannah, son ton conversationnel mais tranchant comme un scalpel. « Marcher sur des pierres vous apprend à garder l'équilibre. Cela vous apprend à planter vos pieds, pour que rien ne puisse vous faire tomber. Vous, j'imagine, avez toujours marché sur des tapis de velours. » Hannah pencha la tête, son regard se posant sur le léger tremblement des mains de Caroline. Le velours est charmant, mais il rend terriblement mou. Et quand le sol se dérobe, ceux qui sont sur le velours sont toujours les premiers à tomber. Hannah soutint le regard de Caroline pendant 3 secondes angoissantes. Puis elle lui tourna le dos, reportant son attention sur la duchesse de Devonshire, comme si elle chassait un moucheron légèrement agaçant. « Comme nous le disions, votre grâce, » dit Hannah sans transition à la duchesse plus âgée. Les rendements agricoles dans le Somerset. Lady Caroline devint d'un rouge profond et laid. Elle tourna les talons et se fraya un chemin hors du cercle, fuyant pratiquement la salle de bal. Le silence qui suivit fut absolu. L'aristocratie dévisageait Hannah, réévaluant tout ce qu'elle pensait savoir. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait pris une insulte conçue pour la détruire et l'avait transformée en une arme qui avait éviscéré son adversaire avec une brutalité polie et parfaite. Augusta baissa sa flûte de champagne. L'éclat triomphant dans ses yeux s'éteignit, remplacé par une prise de conscience froide et naissante. Elle regarda Hannah, debout, droite, parfaitement posée,
commandant l'attention de la femme la plus haut placée de la pièce. Puis, Augusta regarda son fils. Samuel fixait sa nouvelle épouse, et pour la première fois en 10 ans, il ne souriait pas seulement, il souriait de toutes ses dents. La famille avait ri, quand Samuel avait ramené une fille de la charité. Mais alors que Hannah levait son verre, ses yeux sombres croisant ceux d'Augusta à travers la salle bondée, la duchesse douairière comprit enfin la vérité. Samuel n'avait pas ramené un agneau pour les loups. Il avait ramené une louve, et les rires s'éteignirent. Le voyage de noces n'a pas eu lieu à Paris ou dans les lacs italiens. Il a eu lieu dans un carrosse en direction du Yorkshire, cahotant sur des routes gelées et défoncées vers le parc de Hawley. La demeure ancestrale de Samuel était un monstre de calcaire tentaculaire. Elle avait 70 chambres, 3 ailes distinctes et un toit qui fuyait à 14 endroits différents. Lorsque le lourd carrosse s'immobilisa enfin dans l'allée de gravier, Hannah leva les yeux vers l'imposante façade. Le lierre accroché à la maçonnerie ressemblait moins à une décoration qu'à un parasite étranglant lentement une bête mourante. « Bienvenue à la maison », dit Samuel. Sa voix était plate. Il sortit et lui offrit sa main. Ils ne perdirent pas de temps en grande visite ou en présentation au personnel de campagne déconcerté et squelettique. Le deuxième matin, Hannah, vêtue d'une lourde robe de jour en laine, attacha fermement ses cheveux et passa devant les grands salons. Elle descendit dans les bureaux du domaine, une pièce humide aux boiseries, sentant la vieille encre et la décomposition. Monsieur Finch, l'intendant du domaine, était un homme corpulent qui portait des gilets démodés de 3 saisons. Il leva les yeux de son bureau quand Hannah entra, un sourire condescendant se fixant déjà sur son visage. « Votre grâce, dit Finch en se levant lentement, comme si ses articulations étaient faites de rouille. Je ne vous attendais pas. Le salon du matin a un bien meilleur feu si vous cherchez à vous asseoir et à lire. » « Je ne cherche pas à lire, Monsieur Finch, dit Hannah. Elle passa derrière l'énorme bureau en chêne, le forçant à reculer. « Je cherche les principaux registres du domaine des 5 dernières années, en particulier les rendements du bois et les hypothèques des tenanciers. » Le sourire de Finch vacilla. Ses yeux se tournèrent vers l'armoire en fer verrouillée dans le coin. « Ce sont des documents incroyablement complexes, Votre Grâce. » Sa Grâce, le duc, préfère que je m'occupe des détails. Je ne voudrais pas vous déranger avec ça. Déverrouillez l'armoire, Monsieur Finch. Ce n'était pas une demande. Hannah n'éleva pas la voix, mais elle possédait l'immobilité terrifiante d'une femme qui avait un jour tenu tête à un maître d'hospice ivre pour une miche de pain manquante. Finch déverrouilla l'armoire. Pendant les 10 heures suivantes, Hannah ne quitta pas la pièce. Elle mangea un morceau de pain grillé froid et but 3 tasses de thé noir. Elle traça de son doigt taché d'encre des colonnes de chiffres qui représentaient des milliers d'acres de terre, des centaines de vies et des décennies d'incompétence stupéfiante. Quand Samuel la trouva enfin à 8 heures du soir, le bureau était éclairé par une seule lampe à huile vacillante. « Tu as manqué le dîner, » dit Samuel, appuyé contre le cadre de la porte. Il avait l'air fatigué. Il avait toujours l'air fatigué. C'était l'état permanent d'un homme portant le poids d'une dynastie en ruine. « On vous vole, dit Hannah, sans lever les yeux d'un livre relié en cuir. Samuel laissa échapper un rire dur et sans humour. « Je sais. Mon père a laissé des dettes qu'il faudra 2 générations pour effacer. Je ne parle pas de votre père, Samuel. » Hannah ferma le registre avec un bruit sourd. Elle le regarda enfin. « Je parle de Finch. Il a vendu 300 acres de chênes centenaires de la crête ouest au printemps dernier. Il a enregistré la vente à 4 pence le pied. Le prix du marché dans le Yorkshire, au printemps dernier, était de 6 pence. Il a empoché la différence. » Samuel cessa de s'appuyer. Il se redressa, les yeux plissés. « En êtes-vous certaine? »« Je suis certaine des chiffres, et les chiffres ne mentent pas, » dit calmement Hannah. « Il facture également aux fermiers une prime pour les semences que vous êtes censé subventionner et garde le surplus. Il vous a volé environ 4000 livres en 3 ans. » Samuel entra lentement dans la pièce. Il regarda les piles de papier, les registres croisés, les notes que Hannah avait griffonnées de son écriture nette et précise. Il avait passé 5 ans à essayer d'arrêter l'hémorragie de son domaine, chevauchant de ferme en ferme, épuisé, en colère et seul. Il n'avait jamais pensé à regarder de près l'homme qui tenait les bandages. « Finch est avec ma famille depuis 20 ans, murmura Samuel, la colère vibrant sous son ton calme.
Un parasite peut vivre dans un hôte toute une vie si l'hôte ne prend pas la peine de vérifier son pouls, répondit Hannah. Elle se leva en se frottant les tempes. Renvoyez-le demain. Envoyez le magistrat à ses trousses pour les fonds manquants. J'ai déjà rédigé l'acte de renvoi. Elle fit glisser un morceau de parchemin impeccable sur le bureau. Samuel fixa l'acte, puis il regarda sa femme. Elle avait une tache d'encre noire sur le menton. Sa posture était rigide de fatigue. Elle ne demandait pas d'éloge. Elle faisait simplement le travail qu'ils avaient tacitement convenu qu'elle ferait. Samuel prit la plume posée près de l'encrier. Il signa son nom au bas de l'acte d'un geste vicieux et décidé. « Faites, dit-il. » Il la regarda, les ombres de la pièce donnant à ses traits anguleux un air sculpté dans la pierre. « Et maintenant, Hannah ?»« Maintenant, » dit-elle en soufflant la lampe à huile, les plongeant dans le clair de lune filtrant par la fenêtre poussiéreuse. « Nous réparons le toit, parce que je refuse de dormir avec un seau au pied de mon lit. En décembre, les vents mordants du Yorkshire hurlaient autour du parc de Hawley, faisant vibrer les vitres. Mais à l'intérieur, pour la première fois en une décennie, la maison était chaude. Le renvoi de M. Finch avait provoqué une onde de choc dans le comté. Quand Hannah prit en charge la distribution des fonds, elle n'engagea pas de nouvel intendant. Elle le fit elle-même. Elle contourna les fournisseurs locaux corrompus, négociant directement avec les marchands de charbon de Sheffield et les scieries de Leeds. Elle paya le personnel de la maison à temps, en espèces sonnantes et trébuchantes, plutôt qu'avec les billets à ordre que Finch avait utilisés. La loyauté, Hannah le savait, ne s'achetait pas avec des sourires. Elle s'achetait avec un salaire décent. Le personnel du parc de Hawley se déplaçait avec une nouvelle dévotion frénétique. C'est pourquoi la lettre surprise de la duchesse douairière Augusta à la mi-décembre ne provoqua pas de panique. « Très cher Samuel, disait la lettre, l'humidité de Londres est insupportable. J'amène Clara, Colin et un petit groupe de 20 connaissances à Hawley pour la saison de la chasse. Essayez de rendre l'aile des invités habitable, bien que j'ai prévenu tout le monde d'apporter leurs fourrures les plus épaisses. Nous arrivons jeudi. C'était une tactique de siège. Augusta savait que le domaine était à court d'argent. Un groupe de 20 aristocrates signifiait des feux rugissants dans chaque pièce, un flot ininterrompu de vin français, des dîners à 5 plats et une petite armée de valets et de femmes de chambre à loger. Elle avait l'intention de les ruiner et d'humilier Hannah d'un seul coup. Quand Samuel lut la lettre au petit déjeuner, il froissa le parchemin dans son poing. « Je vais lui répondre que les routes sont impraticables. » « Ne faites pas ça, » dit Hannah en beurrant son toast. « Laissez-les venir. » Samuel la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Hannah, nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir 20 membres de la haute société. Nous sommes à peine à l'équilibre avec la récolte d'hiver. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas les accueillir, rétorqua-t-elle, ses yeux sombres entièrement calmes. Si vous les renvoyez, votre mère gagne. Les rumeurs selon lesquelles Hawley est sans le sou détruiront votre crédit auprès des banques de Londres. Ils viennent, nous les nourrissons, nous sourions et nous leur montrons exactement qui dirige cette maison. Lorsque les 4 lourds carrosses portant les armoiries de la douairière arrivèrent 3 jours plus tard, Augusta en sortit, s'attendant au chaos. Elle s'attendait à des valets grelottants et à une odeur de choux bouillis. Au lieu de cela, les immenses portes d'entrée furent ouvertes par une rangée de valets en livrée impeccable. Les halls d'entrée rayonnaient de la chaleur d'un feu rugissant. L'odeur de faisan rôti et d'épices chaudes flottait depuis les cuisines. Hannah se tenait en haut des marches de pierre. Elle portait une robe de velours vert foncé, sans fioriture, mais parfaitement coupée à sa silhouette. Elle avait tout d'une duchesse. « Bienvenue, votre grâce, » dit Hannah, offrant un petit signe de tête poli. « J'espère que les routes n'ont pas été trop pénibles. » Les yeux d'Augusta se plissèrent. Elle passa devant Hannah sans un mot, ses yeux balayant la pièce, cherchant une faille. Elle n'en trouva aucune. Pendant les 5 jours suivants, Augusta et ses invités tentèrent de briser la maisonnée. Ils demandèrent de l'eau chaude à 3 heures du matin. Ils renvoyèrent des repas parfaitement cuits, prétendant qu'ils étaient froids. Ils traînèrent de la boue dans les salons. Hannah absorba tout, comme un mur de pierre sous une pluie légère. L'eau chaude arriva en 3 minutes. Les repas furent remplacés instantanément. La boue fut nettoyée avant de pouvoir sécher. Le personnel, farouchement protecteur de sa nouvelle maîtresse, se déplaçait comme des fantômes, exécutant ses ordres sans faille. Le tournant eut lieu le 6e jour.
D'une violente blizzard s'était abattue pendant la nuit, déposant 60 centimètres de neige sur les landes. Le groupe de chasseurs était coincé à l'intérieur, jouant aux cartes et buvant le brandy de Samuel. À midi, un jeune garçon, les lèvres bleues et tremblants, frappa aux portes de la cuisine. C'était le fils d'Elias, l'un des éleveurs de moutons sur la crête Heth. Le toit s'est effondré, sanglota le garçon à Madame Higgins. La neige l'a emporté. Ma mère est coincée et le troupeau gèle. Quand Hannah apprit la nouvelle, elle n'envoya pas de valet. Elle n'écrivit pas de mots. Elle se dirigea directement vers le hall principal, ignorant les aristocrates affalés sur les canapés, et enfila une lourde cape de cheval en laine et des bottes en cuir. Samuel, qui écoutait Lord Hastings se plaindre du prix des cigares, s'arrêta au milieu de sa phrase. « Hannah, que fais-tu » ? « Le toit d'Elias s'est effondré, dit-elle, nouant fermement la cape à son cou. J'ai besoin de 3 hommes forts des écuries, de pelles et de la charrette lourde. » Clara laissa échapper un léger hoquet. « Tu ne peux pas sortir par ce temps, Hannah. Tu es une duchesse. Envoie un serviteur. » Hannah s'arrêta, la main sur la lourde poignée de porte en fer. Elle se retourna pour regarder la pièce remplie de soie et de velours. Un serviteur ne peut pas autoriser la libération d'urgence du bois du domaine pour étayer une poutre qui tombe, Clara, dit froidement Hannah. Et un serviteur ne peut pas sortir une femme des décombres assez vite. Moi je le peux. Elle poussa la porte, sortant dans le vortex blanc et hurlant. Elle ne fit pas 5 pieds avant qu'une grande main chaude ne se pose sur son épaule. Samuel la dépassa, portant son plus épais manteau de cheval. Sa mâchoire était serrée. Tu n'iras pas seul. Monte dans la charrette. Ils luttèrent contre la neige pendant 2 heures pour atteindre la crête est. Quand ils arrivèrent, la chaumière d'Elias était à moitié ensevelie. Le toit de chaume s'était effondré sous le poids de la glace. Hannah n'hésita pas. Pendant que Samuel et les garçons d'écurie étayaient les poutres restantes avec de lourdes traverses, Hannah pataugea dans les débris glacés. Elle trouva la femme d'Elias coincée sous une table brisée. Ses mains saignaient, alors qu'elle creusait dans la boue gelée et le bois éclaté, tirant la femme en sécurité. Elle enveloppa la femme grelottante dans sa propre lourde cape. Ils retournèrent au parc de Hawley des heures après la tombée de la nuit. Les invités étaient rassemblés dans le grand hall, attendant le dîner. Les lourdes portes s'ouvrirent avec fracas. Hannah et Samuel se tenaient sur le seuil. Ils étaient couverts de boue, de suie et de neige fondue glacée. Les cheveux de Hannah étaient plaqués sur son visage, ses mains à vif et saignantes. Les aristocrates les fixèrent dans un silence horrifié. Augusta se leva, consternée. « Mon Dieu, Samuel, vous ressemblez à des ouvriers. » Samuel regarda sa mère. Puis il regarda sa femme, debout à côté de lui, gelée, ensanglantée et entièrement victorieuse. « Nous le sommes tous, » dit Samuel, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « C'est notre terre. Ce sont nos gens. Si la réalité de la chose vous offense, mère, les carrosses peuvent être prêts demain matin. » Il n'attendit pas de réponse. Il posa sa main dans le creux du dos de Hannah et la guida devant les nobles bouches bées jusqu'au grand escalier. Dans leurs appartements privés, Samuel versa un bol d'eau chaude. Il n'appela pas de femme de chambre. Il prit un linge, s'agenouilla devant Hannah près de l'âtre et prit doucement ses mains gelées et meurtries dans les siennes. Le silence entre eux était épais, lourd de l'adrénaline de la journée. Samuel lava la boue de sa peau avec une tendresse lente et méticuleuse qui contrastait vivement avec ses mains massives et calleuses. « Tu as ruiné ta robe », nota-t-il doucement, son pouce effleurant une éraflure sur ses jointures. « C'était de la laine bon marché », murmura Hannah, fixant sa tête sombre. Samuel leva les yeux. La lumière du feu vacillait dans ses yeux sombres. Les murs du devoir, de la transaction, de la survie, il s'effondrait. « Tu es une femme terrifiante, Hannah, » murmura-t-il. « Est-ce une plainte, votre grâce ?» Non, il pressa un baiser lent et persistant sur sa paume à vif. C'est une prière de remerciement. Colin détestait la campagne. Il détestait la boue. Il détestait l'odeur du bétail. Et par-dessus tout, il détestait que son frère aîné lui ait coupé les vivres. Il arriva fin février sans prévenir, sur un cheval qui semblait complètement épuisé. Il se glissa par les portes latérales, évitant le hall principal. Il était pâle, transpirait abondamment malgré le froid hivernal persistant, et désespéré. Il trouva Hannah seule dans la bibliothèque. Elle était assise près du feu,
lisant une lettre d'un marchand de grains de Londres. Colin ne prit pas la peine de saluer. Il verrouilla les lourdes portes doubles derrière lui d'un clic sec. Hannah ne tressaillit pas. Elle plia délibérément la lettre, la posa sur la table d'appoint et leva les yeux vers son beau-frère. « Vous n'avez pas l'air bien, Colin, » observa-t-elle, son ton dénué de sympathie. « Arrête ton cinéma, espèce de rat de paroisse », cracha Colin en arpentant la pièce vers elle. Il s'arrêta à quelques pas, les mains tremblantes sur les côtés. « J'ai besoin de 2000 livres ce soir, et tu vas signer le chèque. » « Non, dit simplement Hannah. Colin ricana, un regard désespéré et féroce dans les yeux. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une pile de lettres attachées par un ruban noir. « J'ai fait quelques recherches, Hannah. De vraies recherches, » siffla Colin en agitant les lettres en l'air. « L'orphelinat de Saint-Jude. Tu as dit à Samuel que tes parents étaient morts de la fièvre, mais le maître de la paroisse tient des registres détaillés, bien que mal orthographiés. Tu n'es pas une orpheline légitime. Ta mère était une prostituée des quais qui t'a déposé aux portes parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de nourrir une bâtarde. » Il sourit, un étirement hideux et triomphant de ses lèvres. Imagine ce qu'Almax dira. Imagine la haute société découvrant que le duc de Hawley a épousé une bâtarde de prostituée. Augusta aura une attaque. Le scandale ruinera Samuel. Il ruinera le nom des Hawley pour toujours. 2000 livres, Hannah. C'est une bonne affaire pour garder ça secret. Hannah regarda les lettres, puis elle regarda le visage en sueur de Colin. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil et croisa les jambes à la cheville. « Vous avez bientôt fini ?» demanda-t-elle. Colin fronça les sourcils, confus par l'absence totale de panique. « Tu ne m'as pas entendu? Je vais te ruiner. »« Vous ne le ferez pas, » dit Hannah en se levant. Elle se dirigea vers le bureau en acajou, déverrouilla le tiroir du haut et en sortit un épais dossier d'allure juridique. Elle le laissa tomber sur le bureau avec un bruit sourd. Pendant que vous étiez occupé à soudoyer un vieux maître d'hospice pour des ragots, Colin, j'auditais le fonds fiduciaire de la famille. Hannah posa le bout de ses doigts sur le dossier. Plus précisément, le fonds mis de côté pour la dot de votre sœur Clara. Un fonds qui nécessite 2 signatures pour y accéder, la vôtre et celle de feu Monsieur Finch. Le visage de Colin prit la couleur du lait tourné. Les lettres dans sa main s'affaissèrent. Finch était très méticuleux, continua Hannah, sa voix froide et égale. Il a gardé des doubles des reçus de l'argent qu'il a détourné du fonds de Clara et vous a remis directement pour couvrir vos pertes chez White's. 15 000 livres en 4 ans. Colin, vous avez volé l'avenir de votre propre sœur pour payer vos parties de cartes. Colin recula d'un pas, heurtant le bord d'une étagère. Tu ne peux pas prouver ça. Finch est parti. Finch est actuellement dans une prison pour dette à York, chantant comme un pinson en échange d'une peine plus légère, dit Hannah. Elle prit une seule feuille de papier du dossier. J'ai aussi pris la liberté de contacter vos créanciers actuels, le syndicat de Covent Garden, ceux qui brisent les jambes quand ils ne sont pas payés. Colin déglutit bruyamment. Il avait l'air sur le point de vomir. J'ai racheté votre dette hier matin, dit Hannah, sa voix tombant dans un registre terrifiant et silencieux. J'ai utilisé l'argent excédentaire que j'ai économisé cet hiver pour acheter vos billets à ordre. Alors vous voyez, Colin, vous ne devez plus rien au syndicat. Vous me devez de l'argent à moi. Colin la dévisagea, complètement paralysé. La prise de conscience s'abattit sur lui comme une enclume. Il avait essayé de faire chanter une femme avec des rumeurs. Elle l'avait fait chanter avec une cage de fer. « Tu es un monstre », murmura-t-il. « Je suis une comptable », corrigea doucement Hannah. « Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez brûler ces lettres dans le feu. Ensuite, vous ferez vos valises. Vous monterez à bord d'un navire pour les Antilles. J'ai déjà acheté votre passage. Vous gérerez les plantations de sucre là-bas et 50% de votre salaire sera reversé au fonds de Clara jusqu'à ce que les 15 000 livres soient remboursés. Si jamais vous remettez les pieds en Angleterre, je remettrai ces registres au magistrat et vous serez pendu pour détournement de fonds. » Les lourdes portes en chêne de la bibliothèque se déverrouillèrent soudainement et s'ouvrirent. Samuel se tenait dans l'embrasure. Il avait entendu les 3 dernières minutes de l'échange. Il regarda le visage gris et terrifié de Colin, puis Hannah, qui se tenait calmement près du bureau, tenant la ruine absolue de son beau-frère entre ses mains. Colin regarda Samuel, une supplique désespérée dans les yeux. « Samuel, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Je suis ton frère.
Samuel entra lentement dans la pièce. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air profondément serein. Le carrosse part pour les quais dans 1 heure. Colin, dit Samuel, sa voix dénuée de toute affection fraternelle. Je te suggère de commencer à faire tes valises. La duchesse t'a fait une offre remarquablement généreuse. Colin laissa échapper un sanglot étranglé. Il jeta les lettres liées dans la cheminée, se retourna et s'enfuit de la bibliothèque, le son de ses pas frénétiques résonnant dans le couloir. Le silence tomba sur la pièce, rompu seulement par le crépitement du feu consumant le ruban noir. Samuel se dirigea vers le bureau. Il regarda le dossier juridique, puis sa femme. « Tu as racheté sa dette, » dit Samuel. « Ce n'était pas une question. »« C'était un bon investissement, » répondit Hannah, le menton levé, attendant la réprimande. Elle avait outrepassé ses droits. Elle avait géré les affaires familiales sans sa permission. Samuel tendit la main. Il ne saisit pas le dossier. Il attrapa sa taille, la tirant contre sa poitrine. Ses mains étaient dures, sa prise désespérée. Hannah haleta légèrement, ses mains venant se poser sur sa poitrine. « Samuel, j'ai passé toute ma vie à essayer de protéger des gens qui me méprisent, » murmura férocement Samuel, se penchant pour que sa bouche soit à un souffle de la sienne. « Et toi, tu me protèges. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. Ce n'était pas une chose douce et hésitante, c'était une collision, c'était de la gratitude, de l'épuisement, et une admiration féroce et brûlante qui se transformait en une possession absolue. Hannah se figea une fraction de seconde, le choc lui électrisant les nerfs. Puis elle leva les mains, les enfouissant dans ses cheveux épais, lui rendant son baiser avec la même intensité désespérée et affamée. Ils n'étaient pas un conte de fées. Ils étaient 2 personnes soutenant les ruines d'un monde qui s'effondrait. Et pour la première fois, aucun d'eux n'avait à le faire seul. Le printemps arriva, et avec lui la grande migration de l'aristocratie vers Londres. La saison était un champ de bataille de salles de bal où les alliances se forgeaient autour d'un thé et les réputations étaient massacrées le temps de manger un sandwich au concombre. Mayfair s'attendait à ce que le duc et la duchesse de Hawley reviennent en disgrâce. Les rumeurs de leur hiver dans le Yorkshire s'étaient transformées en absurdité. La société murmurait que Samuel avait épousé une bête sauvage qui mangeait avec ses mains et battait les serviteurs. Ils attendaient que les Hawley se cachent tranquillement dans leur maison de ville en ruine, évitant les lumières éblouissantes d'Almax. Ils ne se cachèrent pas. Le 2e mardi d'avril, le carrosse des Hawley s'arrêta devant les grandes colonnes du domaine du comte de Westmillan. Quand le valet aida Hannah à descendre, le murmure dans la rue s'éteignit. Elle portait du velours bleu nuit profond, des diamants, de vrais diamants lourds, vieux de plusieurs générations, des diamants des Hawley qui avaient été sauvés du coffre du prêteur sur gage, avec l'argent qu'elle avait économisé pendant l'hiver, enroulé autour de sa gorge comme un mur de forteresse. Elle se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une femme qui avait passé des mois à naviguer sur la glace traîtresse et les registres en ruine. Samuel marchait à ses côtés, sa main reposant légèrement dans le creux de son dos. Il ne ressemblait pas à un homme traînant un fardeau. Il ressemblait à un roi qui avait enfin trouvé son général. Ils entrèrent dans la salle de bal et un silence écrasant s'abattit sur les 400 invités. Le quatuor à cordes hésita sur une note aiguë avant de se reprendre rapidement. Tous les yeux étaient fixés sur la duchesse orpheline. Lady Harrington, la tyranne incontestée de la saison et une patronnesse d'Almax, se tenait près du bol de punch. C'était une femme qui pouvait mettre fin aux perspectives d'une débutante d'un simple bâillement. Augusta lui avait écrit pendant des heures, la suppliant de snober Hannah. Harrington leva sa lorgnette, ses lèvres se pinçant dans une démonstration de dédain prémédité. Elle s'avança, avec l'intention de livrer une insulte parfaitement polie et totalement dévastatrice. Hannah la vit venir. Elle n'attendit pas d'être attaquée. Elle se dirigea directement vers Lady Harrington, fendant la foule comme un navire brisant la glace. « Lady Harrington », dit doucement Hannah, s'arrêtant à 2 pieds d'elle. Elle ne fit pas la révérence. Elle inclina la tête juste assez pour reconnaître une paire, mais pas un pouce de plus. « Votre grâce », répondit Harrington, sa voix dégoulinant d'une pitié venimeuse. « Nous sommes surpris de vous voir. Nous avions entendu dire que l'air de la campagne convenait mieux à votre constitution robuste. La société londonienne peut être si terriblement éprouvante pour ceux qui ne sont pas habitués à ces complexités. »
Les complexités ne sont que des registres mal gérés, Lady Harrington, répondit Hannah, sa voix portant sans effort. En parlant de ça, j'ai été si désolé d'apprendre les mésaventures de votre mari dans les Antilles. La perte de l'Albatros a dû être un coup dévastateur pour les coffres de la famille. Le visage pâle de Harrington devint complètement exsangue. Seules 3 personnes à Londres savaient que le comte de Harrington était au bord de la faillite à cause d'un navire de charge coulé. Hannah était l'une d'elles, ayant discrètement racheté les billets à ordre du comte à un banquier londonien paniqué la semaine précédente. Je suis sûr que je ne vois pas ce que vous voulez dire, balbutia Harrington, la lorgnette tremblant dans sa main. Hannah sourit. C'était une chose terrifiante et belle. Bien sûr que si. Mais ne vous inquiétez pas. Le duc et moi cherchons à investir dans l'assurance maritime. Si votre mari a besoin d'un prêt privé et discret pour éviter l'embarras public, mon intendant sera disponible demain à midi. Nous préférons éviter que nos pères ne se noient. Hannah soutint le regard terrifié de Harrington pendant 1, 2, 3 secondes. Le message était clair. Je possède vos dettes. Je possède votre réputation. Inclinez-vous. Lady Harrington déglutit difficilement. Le dédain disparut, remplacé par l'instinct désespéré et griffu d'une femme essayant de survivre. Elle baissa sa lorgnette. Elle s'enfonça dans une révérence profonde et parfaitement exécutée. « Vous êtes trop bonne, votre grâce », murmura Harrington. « Je veillerai à ce que nous soyons formellement présentés aux patronesses demain. » Hannah hocha la tête une fois, congédiant la femme, et se retourna vers Samuel. Samuel la regardait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration lente et contrôlée. L'aristocratie régnait par le sang et les murmures. Hannah régnait par le fer et la monnaie. C'était bien plus efficace. « Tu viens de faire chanter une patronnesse d'Almax au milieu d'une salle de bal ?» murmura Samuel, en lui offrant son bras. « J'ai offert une bouée de sauvetage financière », corrigea Hannah, prenant son bras et le laissant la guider vers la piste de danse. Elle a simplement compris les conditions des intérêts. À minuit, le vent de la saison avait tourné. La haute société ne respectait pas la bonté. Elle ne respectait pas la charité. Elle respectait le pouvoir. Et Hannah le maniait avec une précision froide et terrifiante. Les lords qui s'étaient moqués du mariage de Samuel se retrouvaient maintenant à chercher avec empressement l'opinion de la duchesse sur les rendements agricoles. Les épouses qui avaient ricané de son manque de pédigree essayaient maintenant désespérément d'obtenir une invitation à son salon de thé. La duchesse douairière Augusta observait depuis le bord de la pièce, ses ongles s'enfonçant dans la soie de son éventail. Son siège d'hiver avait échoué. Ses alliés de la société s'effondraient. Il lui fallait un coup fatal, et elle savait exactement où le trouver. C'était le bal de printemps des Hawley. 600 invités se pressaient dans la vaste maison de ville de Londres. Les plafonds étaient peints de feuilles d'or fraîches. Le champagne était importé de France. C'était une démonstration de richesse absolue et inébranlable. Augusta se tenait près du grand escalier. Elle portait de la soie noire, ressemblant à un vautour attendant que le champ de bataille se vide. Au plus fort de la soirée, juste avant que le souper ne soit annoncé, les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent. Un homme entra dans le foyer opulent. Il n'était pas à sa place. Il portait un manteau gris élimé, sentait légèrement le gin éventé, et avait les yeux nerveux et fuyants d'un homme habitué aux coins sombres. C'était M. Grimes, le maître de l'orphelinat de la paroisse Saint-Jude. Augusta l'avait payé 50 livres pour venir ce soir. Le plan était brutal dans sa simplicité. Grimes devait, bruyamment et en larmes, retrouver son ancienne protégée devant toute la haute société. Il décrirait comment elle récurait les toilettes. Il décrirait comment il lui enlevait les poux des cheveux. Il traînerait la duchesse immaculée de Hawley dans la boue, si violemment que l'odeur ne partirait jamais. Augusta croisa le regard de Grimes et fit un signe de tête vers le centre de la salle de bal, où Hannah se tenait, conversant avec le Premier ministre. Grimes essuya son front en sueur et se fraya un chemin à travers la foule de soie et de velours. « Hannah !» cria Grimes, sa voix dure et inculte, claquant comme un fouet dans le bourdonnement élégant de la salle de bal. Petite Hannah Hayes. La musique s'arrêta brutalement. 600 aristocrates tournèrent la tête. Grimes avança en titubant, jouant le rôle qu'Augusta avait acheté. « Oh, regarde-toi toute parée de diamants. Tu te souviens de moi, ma petite.
Tu te souviens du vieux monsieur Grimes, qui te donnait les croûtes de sa propre table quand tu n'étais qu'une bâtarde affamée à Saint-Jude. Le silence dans la salle de bal était absolu, suffocant. Clara couvrit sa bouche avec son éventail. Les yeux d'Augusta brûlaient d'un triomphe vicieux. Le visage de Samuel s'assombrit d'une fureur mortelle. Il s'avança pour jeter physiquement l'homme à la rue, ses mains se crispant en poing. Hannah posa une main sur la poitrine de Samuel, l'arrêtant. Elle ne haleta pas. Elle ne rougit pas. Elle ne s'enfuit pas en pleurant. Elle se tourna lentement pour faire face à M. Grimes. Les diamants à sa gorge captèrent la lumière d'un millier de bougies. Elle le regarda avec l'intérêt clinique et détaché d'un scientifique observant un insecte sur une épingle. « Monsieur Grimes, dit Hannah. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une clarté tranchante qui porta jusqu'aux coins les plus reculés de la pièce. « Bien sûr, je me souviens de vous. » Grimes hésita. Ce n'était pas le scénario prévu. Elle était censée le renier, ou pleurer, ou crier. « Tu te souviens » balbutia Grimes bruyamment, essayant de reprendre pied. « Comment je t'ai recueilli dans le caniveau? Comment tu as récuré les sols de la paroisse sur tes genoux ensanglantés? Je me souviens d'avoir récuré les sols. »« Oui » acquiesça calmement Hannah. Elle fit un pas lent et délibéré vers lui. La foule s'écarta autour d'elle comme la mer Rouge. Je me souviens aussi que la paroisse recevait une allocation de 3 shillings par enfant de la couronne pour le charbon d'hiver. Et pourtant, les feux dans le dortoir des enfants n'étaient jamais allumés après novembre. Grimes se figea. La couleur commença à quitter son visage. Hannah fit un autre pas. Je me souviens que le boulanger de Cheapside livrait 40 pains par semaine, payés par les dîmes de l'église. Mais les enfants n'en voyaient jamais que 20. Je me suis toujours demandé comment vous pouviez vous offrir un nouveau carrosse avec un salaire de maître de paroisse, Monsieur Grimes, jusqu'à ce que j'apprenne à lire les registres. Un faible hoquet collectif parcourut l'aristocratie. Ils aimaient un scandale, mais ils aimaient encore plus une exécution publique. Vous mentez, bafouilla Grimes, reculant alors que Hannah avançait. Je ne mens jamais sur les chiffres, dit Hannah, sa voix tombant dans un murmure glacial et mortel. Vous avez volé des enfants affamés pour financer votre habitude du gin, Monsieur Grimes, et vous êtes entré dans une pièce remplie de magistrats, de lords et du Premier ministre d'Angleterre pour vous vanter de votre association avec cette paroisse. Elle s'arrêta. Elle se tourna légèrement, croisant le regard de Lord Hastings, un magistrat de haut rang qui se tenait près du bol de punch. Lord Hastings appela Hannah nonchalamment. Quelle est la peine pour le détournement des allocations de la couronne destinées aux orphelins? Est-ce la potence, ou simplement une vie dans les colonies pénitentiaires de Botany Bay? Hastings s'éclaircit la gorge, regardant Grimes avec un dégoût total. Botany Bay, votre grâce. Sans aucun doute. Grimes laissa échapper un couinement pathétique. Il se tourna pour chercher Augusta. Désespéré, cherchant la femme qui l'avait amené ici. Mais Augusta avait reculé, se fondant dans la foule, le visage pâle de terreur. Elle avait essayé d'humilier sa belle-fille, et au lieu de cela, Hannah avait transformé le traumatisme en une arme, en une guillotine. « Sortez » dit Samuel. La voix du duc était basse, vibrant d'une violence qui faisait trembler les lustres. Il montra les lourdes portes en chêne. « Avant que je ne fasse briser vos jambes par mes valets et que je vous jette dans la Tamise. » Grimes n'attendit pas qu'on le lui dise 2 fois. Il se retourna et sprinta vers les portes, les arrachant presque de leurs gonds dans son désespoir d'échapper au juge qu'il venait de provoquer. Quand la porte claqua, la salle de bal était silencieuse. Hannah se retourna vers la foule. Elle lissa la jupe de sa robe. Elle ne s'excusa pas. Elle n'expliqua rien. « Un incident mineur », dit doucement Hannah, ramassant son verre de champagne en cristal. Elle le leva légèrement. « Maintenant, si nous passions au souper. » L'orchestre se précipita pour reprendre ses instruments. Le Premier ministre éclata d'un rire tonitruant, complètement diverti, et offrit son bras à Hannah pour la conduire à la salle à manger. Le reste de la haute société suivit, chuchotant non pas sur une duchesse mendiante, mais sur la femme terrifiante et brillante qui dirigeait le duc de Hall. Samuel resta en retrait un moment. Il regarda à travers la pièce et croisa le regard de sa mère. Augusta se tenait seule près des escaliers. Son empire était parti, ses armes étaient brisées. Elle n'était plus qu'une vieille femme dans de la soie coûteuse, entièrement obsolète.
Samuel ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. La guerre était finie. 2 ans plus tard, le domaine des Hawley dans le Yorkshire ne ressemblait plus à une bête mourante. Les murs de calcaire étaient réparés. Le toit ne fuyait plus. Les fermes des tenanciers produisaient des rendements records, alimentés par des méthodes de rotation des cultures que Hannah avait impitoyablement mises en œuvre. Les dettes massives laissées par le père de Samuel n'avaient pas été entièrement effacées. De telles choses prenaient toute une vie, mais les intérêts étaient payés. Le capital diminuait, et le nom des Hawley était de nouveau synonyme de pouvoir intouchable. Augusta avait été discrètement relogée à la maison douairière de Bath. Elle prétendait que les eaux étaient bonnes pour ses nerfs. En réalité, elle ne supportait plus de vivre dans une maison où les serviteurs répondaient à Hannah avant de répondre à Dieu. C'était fin octobre. L'air était vif et sentait la fumée de bois. Hannah était assise dans le bureau du domaine, un registre ouvert devant elle. Elle portait une simple robe de laine grise, très semblable à celle qu'elle portait le jour où elle avait rencontré la famille Hawley. Elle n'avait plus besoin de velours pour prouver sa place. La lourde porte grinça en s'ouvrant. Clara entra. La jeune sœur de Samuel avait changé. Le ricanement avait disparu, remplacé par une maturité calme et incertaine. Avec Colin exilé aux Antilles et leur mère à Bath, Clara avait été laissée entièrement dans l'orbite de Hannah. « Hannah », dit Clara avec hésitation, serrant un morceau de papier à lettres. « J'ai reçu une demande en mariage de Lord Wexford. » Hannah ne leva pas les yeux de sa colonne de chiffres. Wexford est un imbécile qui passe trop de temps à élever des chiens et pas assez à gérer ses mines de cuivre. Son domaine sera en faillite dans 5 ans. « Je sais », dit doucement Clara. Hannah arrêta d'écrire. Elle leva les yeux, ses yeux sombres étudiant la jeune fille. 2 ans plus tôt, Clara aurait sauté sur un titre, quel que soit l'homme qui le détenait. « Je ne veux pas l'épouser », admit Clara, s'approchant du bureau. Elle déglutit difficilement, sa fierté luttant contre sa nécessité. « Mais je n'ai pas d'argent à moi avant mes 25 ans. Je ne veux pas dépendre de la charité de Samuel pour toujours. Je veux comprendre ce que tu fais avec les chiffres. Si je peux gérer mon propre fonds, peut-être que je n'aurai pas à épouser un imbécile juste pour un toit. » Hannah la dévisagea. L'aristocratie formait ses filles à être des ornements. Clara demandait à être une forgeronne. Hannah fouilla dans le tiroir et en sortit un carnet vierge relié en cuir. Elle le poussa sur le bureau à côté de l'encrier. « Assieds-toi, Clara, » dit Hannah. « Nous commencerons par les intérêts composés simples. Si tu pleures, je te mets à la porte. » Clara sourit, un vrai petit sourire. Elle tira une chaise. 1 heure plus tard, Samuel les trouva là. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, regardant sa femme apprendre à sa sœur comment démanteler les cages financières construites par les hommes. Il attendit que Clara s'excuse pour le thé, avant d'entrer dans la pièce. Samuel ferma la porte derrière lui. Il contourna le lourd bureau en chêne et s'arrêta à côté de la chaise de Hannah. Il avait l'air fatigué. Il était toujours un duc après tout. Mais l'épuisement creux et écrasant qui définissait autrefois son visage avait disparu. « Tu transformes ma sœur en mercenaire », nota Samuel, sa voix un faible grondement d'amusement. « Je la transforme en survivante », corrigea Hannah, trempant sa plume dans l'encrier. Une femme qui comprend les fractions est totalement immunisée contre la mauvaise poésie. Cela lui évitera beaucoup de chagrin. Samuel se pencha et lui prit doucement la plume des doigts. Il la laissa tomber sur le buvard. Il posa ses lourdes mains sur les bras de son fauteuil, l'enfermant, et se pencha jusqu'à ce qu'il soit face à face. « Le toit de l'aile ouest a tenu pendant la tempête la nuit dernière, » dit doucement Samuel. « Je t'avais dit que la nouvelle ardoise tiendrait. Les tenanciers de la crête est ont signalé un surplus dans la récolte de céréales. Les ratios d'engrais que nous avons ajustés au printemps ont porté leurs fruits. » Samuel la regarda. Il regarda l'encre tachant le bout de ses doigts, la ligne nette et inflexible de sa mâchoire, les yeux sombres qui n'avaient jamais reculé devant un combat. Il ne voyait pas une orpheline. Il ne voyait pas un cas de charité. Il voyait la fondation sur laquelle reposait désormais tout son monde. « Je t'aime », dit Samuel. Il ne le dit pas avec de la poésie. Il ne le dit pas avec des déclarations fleuries. Il le dit comme un homme énonce une vérité universelle, comme la gravité ou le lever du soleil. C'était un fait immuable, inébranlable. Hannah leva la main.
posant ses doigts tachés d'encre contre la barbe naissante de sa mâchoire. Elle avait grandi en croyant que l'amour était un luxe pour les riches, une chose douce qui se flétrissait dans le froid. Mais ce qu'elle avait construit avec Samuel n'était pas doux. C'était forgé dans le feu, martelé sur l'enclume de la survie mutuelle. C'était à l'épreuve des balles. « Je sais », murmura Hannah, le tirant vers elle pour presser sa bouche contre la sienne. L'aristocratie avait ri quand le duc avait ramené une épouse sans rien à son nom. Il s'était attendu à ce qu'elle craque. Il n'avait pas compris que lorsque vous prenez une femme qui a survécu avec rien et que vous lui donnez les clés d'un empire, elle ne se contente pas de porter la couronne, elle reforge le fer, et elle ne le laisse jamais, jamais tomber. C'est ainsi que l'on démantèle un empire de l'intérieur. Si la brillante et glaciale mise au pas de la haute société par Hannah vous a donné des frissons, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames historiques intenses et réalistes. Quel a été votre moment préféré? Le rachat de la dette de Colin ou la destruction totale de M. Grimes au bal? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les héroïnes farouchement compétentes, qui se battent avec des registres plutôt qu'avec des larmes. Activez la cloche de notification pour ne jamais rien manquer.